soir, je vais vous parler d'un phénomène qui est émergent et qui concerne la résistance aux antibiotiques. C'est l'émergence de la résistance à la colistine chez les bactéries à Gram négatif. Et les données un petit peu récentes d'épidémiologie, puis surtout les travaux qui sont en cours au sein de l'Institut que nous avons réalisé récemment. Alors pourquoi en venir à la colistine? On va faire un peu d'historique de la résistance aux antibiotiques. Pourquoi on en est arrivé à ce problème actuel? Et donc les données récentes, en réalité basées sur des analyses génomiques et ou métagénomiques, montrent qu'il y a une augmentation depuis une décennie de la résistance aux antibiotiques, mais qui est une résistance que l'on voit apparaître parce qu'elle concerne des questions cliniques. C'est-à-dire que ces résistances nous posent problème parce qu'elles sont détectées dans des souches de bactéries responsables d'infections chez l'homme, et que du coup, compte tenu du fait que le nombre d'antibiotiques commercialisés est au jour d'aujourd'hui de zéro, de nouveaux antibiotiques mis sur le marché, eh bien, on se retrouve face à une situation qui est qu'il y a une augmentation de plus en plus importante de la résistance aux antibiotiques, sans développement de nouveaux antibiotiques, et on se retrouve dans une situation qui est compliquée parce que cette résistance augmente, et les travaux récents montrent que ces gènes de résistance, cette résistance est médiée et existe depuis très très longtemps, et en particulier parce que ce sont les bactéries elles-mêmes et ou les champignons qui sont à l'origine de la synthèse des antibiotiques de manière naturelle, et donc ils préexistent l'utilisation même des antibiotiques par l'homme. Et puis toujours dans des travaux récents, eh bien, on a pu montrer que les sources et l'origine de ces gènes de résistance sont multiples, et on peut en trouver dans différents endroits, y compris dans des endroits très très reculés, voire même dans des grottes qui ont plusieurs millions d'années. Il y a des bactéries susceptibles de résister à des antibiotiques qui ont été commercialisés il n'y a que 10 ans. Donc les mécanismes de résistance sont extrêmement nombreux. Il y a beaucoup de travaux en cours concernant cette détection de nouveaux gènes de résistance, sachant qu'on est un petit peu dans un phénomène où on connaît la partie émergée de l'iceberg, mais en fait en dessous il y a beaucoup de gènes de résistance inconnus à ce jour. Alors la problématique des bactéries multirésistantes maintenant chez l'homme, eh bien, on estime en Europe, c'est un travail qui date de 2007, qu'on peut attribuer environ 400 000 infections liées à des bactéries multirésistantes en Europe en 2007, et on peut attribuer 25 000 décès liés à ces bactéries multirésistantes. Et donc c'est devenu un enjeu de santé publique très très important, d'autant plus que c'est un coût qui est tout à fait considérable de devoir faire face au traitement d'infections à bactéries multirésistantes chez les humains. Alors le système est très très complexe, et donc ce qu'on sait maintenant, eh bien, c'est que l'écosystème qui est lié aux antibiotiques est extrêmement varié et compliqué, c'est-à-dire qu'on donne aussi bien des antibiotiques pour traiter les infections chez l'homme, et donc on peut avoir effectivement des émergences de résistance à l'hôpital ou même en communautaire, mais c'est un cycle qui est très compliqué. Pourquoi? Eh bien parce qu'on utilise aussi les antibiotiques en agriculture pour les animaux, pour les faire grossir, comme probiotiques pour éviter qu'ils soient malades, et également, pas que chez les animaux, aussi en aquaculture. En Asie, la moitié des antibiotiques sont donnés par tonnes pour éviter les maladies chez les poissons. Donc c'est déversé comme ça dans la nature et dans l'environnement, et également pour la protection des plantes. Donc il y a également des antibiotiques qui ont diffusé et qui diffusent dans l'environnement. Et donc tout ça est un écosystème qui fait qu'on peut être en contact avec des antibiotiques et donc développer de la résistance quand on est une bactérie, et s'échanger de la résistance s'il s'agit de gènes susceptibles d'être acquis latéralement entre les bactéries. Donc tout cet écosystème fait qu'on est entouré de gènes de résistance chez les bactéries dans tous les niveaux, soit l'environnement ou chez les humains. Alors les tendances depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, eh bien, on assiste de manière intéressante à une diminution générale dans le monde de la résistance à la méticilline chez les Staph aureus. On ne sait pas très bien pourquoi, mais probablement qu'on a des clones sensibles à la méticilline qui prennent le dessus, qui sont plus favorablement associés aux infections humaines. Donc ça diminue. Par contre, ce qui a augmenté fin des années 90 et début des années 2000, eh bien, c'est la résistance aux céphalosporines de 3e génération, en particulier chez les entérobactéries. Et ça, c'est les données de la PHL. C'est surtout vrai chez Klebsiella pneumoniae, où on a une prévalence de la résistance aux céphalosporines qui est de l'ordre de 35 à 40% et qui a augmenté, qui continue d'augmenter, avec des foyers qui sont endémiques et compliqués, dont on en reparlera. C'est par exemple la Grèce, maintenant l'Italie et Jérusalem.
Et donc la conséquence de ça, c'est qu'on s'est mis à utiliser beaucoup plus fréquemment les carbapénèmes pour traiter les infections liées à des bactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération. Et ça a entraîné eh bien, l'émergence de la résistance au carbapénème dans le monde entier, avec des gènes qui diffusent très très facilement chez les entérobactéries. Par exemple, là, en Grèce, à Athènes, les données des hôpitaux d'Athènes, 90% des Klebsiella sont résistantes à l'imipénème en Grèce. C'est la même chose à Jérusalem, et il y a une épidémie qui s'est propagée également en Italie. Donc du coup, on n'a plus qu'une seule possibilité pour traiter les infections liées à ces bactéries, c'est de ressortir un vieil antibiotique qui est la colistine. Mais malheureusement, comme à chaque fois qu'on se met à utiliser un antibiotique à grande ampleur, eh bien, apparaissent des bactéries qui y résistent. Donc c'est un enjeu majeur. Donc c'est ce qu'on voit. Ça c'est ce qu'avait publié Didier Raoult avec Andreas en 2002, l'antibiotique du XXIe siècle. Et puis ça, c'est ce que j'ai publié moi 10 ans après en 2012, qui montre que, eh bien, il y a une augmentation et une émergence de la résistance à la colistine dans le monde depuis le début des années 2003-2005, et puis c'est en train d'exploser actuellement dans le monde. Alors la colistine, c'est un vieil antibiotique qui est naturellement synthétisé par une bactérie qui s'appelle Pénibacillus, et qui est un antibiotique qui va agir, l'antibiotique est relativement complexe, et qui va agir en chélatant les ions calcium au niveau de la membrane, et il agit comme un détergent, c'est-à-dire qu'il va se fixer sur les charges négatives de la paroi des bactéries gram négatives, et puis il va faire des micelles, et ces micelles vont faire que ça agit comme un détergent, et ça va faire éclater la paroi et la membrane de la bactérie, c'est son mécanisme d'action. Alors, les mécanismes de résistance, eh bien, jusqu'à il y a quelques années, ce n'était pas très connu, en dehors de travaux qui avaient été faits sur Salmonella, et le fait que certaines souches de Klebsiella, lorsqu'elles produisaient en grande quantité une capsule autour de la bactérie, eh bien, pouvaient devenir résistantes. Alors, ce que l'on sait de ça, c'est que les bactéries, donc leur membrane ont une charge négative, les bactéries gram négatives, et que si cette charge négative est neutralisée, à ce moment-là, la colistine ne peut plus agir. Et donc un des mécanismes pour neutraliser la charge négative des bactéries, des lipidates des bactéries gram négatives qui sont des charges négatives ici sur les phosphates, eh bien c'est de rajouter des sucres. Et donc en particulier, ce qui a été montré, c'est un petit sucre qui s'appelle l'aminoaraminose. Donc il y a une voie de synthèse de ce petit sucre aminoaraminose qui existe chez les bactéries gram négatives. Et si cet opéron est suractivé, s'il est surexprimé, alors il va y avoir une augmentation de la synthèse des aminoaraminoses sur ce lipida et transférer la résistance. Mais c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Eh bien parce que ces systèmes d'expression de cet opéron sont liés à des senseurs qui sont à la surface des bactéries, qu'on appelle des systèmes à deux composants, et qui, en fonction des conditions environnementales, eh bien, peuvent activer, désactiver, réguler ou déréguler la synthèse par le biais de cet opéron. Donc il y a un certain nombre de gènes, des systèmes à deux composants, un senseur, par exemple ici PMRB, un régulateur, ici pareil, un senseur, un régulateur, et ces systèmes-là, eh bien, s'ils sont activés ou désactivés, vont exprimer, surexprimer ou sous-exprimer la synthèse de ce sucre. Alors plus récemment, il a été découvert un autre petit régulateur qui s'appelle ici le GRB, et celui-ci, alors c'est encore plus compliqué, c'est qu'il y a une régulation négative du système qui est le senseur, et donc c'est une régulation négative qui est permanente et qui évite que le senseur détecte un système dans l'environnement pour faire synthétiser cet aminoaraminose. Donc des systèmes qui ont été découverts très récemment, et en particulier ça a donné lieu au fait qu'en Italie et en Espagne, deux souches de Klebsiella résistantes à la colistine ont été décrites par une mutation qui entraîne un codon stop dans ce petit gène régulateur qui s'appelle MGRB, associé à la résistance à la colistine, sur deux isolats cliniques qui étaient des isolats cliniques isolés chez un malade avant un traitement et après, et la souche d'après était devenue résistante. C'est comme ça que ça a été découvert. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé nous dans l'unité? Bien, par exemple, on a montré qu'une souche d'Enterobacter aeruginosa clinique qui était devenue résistante à la colistine, eh bien, était devenue résistante parce qu'elle avait inactivé un de ces petits senseurs, ce système à deux composants qui s'appelle PNRA, et que cette dérégulation était liée au fait qu'il y a une mutation dont on a montré qu'elle était associée, cette mutation, bien à la résistance à la colistine, donc un premier gène identifié chez Enterobacter, PNRA.
Deuxièmement, un autre travail qu'on a fait dans le laboratoire sur 2 souches cliniques d'Acinetobacter-baumannii isolées chez un patient qui avait reçu un traitement par colistine parce qu'il était infecté par une souche résistante à l'imipenem. Eh bien, on a séquencé les 2 génomes avant-après résistance en cible pour montrer, là encore, chez Acineto, ce n'était pas décrit, eh bien, que des mutations dans ce petit gène senseur PMRA pouvaient conduire à la résistance à la colistine. Alors, ce qui est plus inquiétant, c'est que Klebsiella, donc on a commencé un travail, on est en cours sur ça, d'un travail sur la résistance à la colistine chez Klebsiella pneumoniae. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a eu l'occasion avec un collègue à Jérusalem, eh bien, d'obtenir une souche de Klebsiella pneumoniae qui était résistante à tout, à l'imipenem parce qu'elle avait une carbapénémase, mais également à la colistine parce qu'il traite beaucoup par la colistine à Jérusalem, compte tenu de la prévalence de la résistance à l'imipenem. Et donc on a entamé un travail qui a été de savoir si c'était fréquent en réalité les Klebsiella résistantes à la colistine, en testant la sensibilité à la colistine à partir d'échantillons de sel de malades, ici à Marseille mais aussi en Afrique, au Nigeria, et en testant aussi des selles de gens non malades, des patients asymptomatiques qui pourraient être porteurs de souches éventuellement résistantes. On a fait ça en Asie, et puis on a aussi des prélèvements qui venaient du Nigeria, donc Thaïlande, Laos, Israël. Donc on a séquencé des génomes pour essayer d'identifier le support moléculaire de la résistance à la colistine, puis on a isolé à partir des échantillons de sel des souches résistantes, et puis on a ensuite appliqué nos techniques génomiques pour essayer de comprendre quel était le mécanisme de résistance. Parallèlement à ça, on a aussi beaucoup travaillé en bioinformatique sur la détection de gènes, et bien on a récupéré l'ensemble des génomes et ou des séquences disponibles de génomes de Klebsiella pneumoniae disponibles dans les bases de données, il y en a environ 200, et on a réassemblé, réannoté l'ensemble de ces génomes pour regarder, pour celles dont on sait qu'elles sont résistantes à la colistine, quel était le support. Alors ça, c'est le protocole qui nous a permis d'isoler des souches à partir de prélèvements cliniques, des prélèvements de sel. Comme ça, c'est un exemple. On a utilisé les gènes spatiales qui sont utilisés dans la mucoviscidose pour isoler des bactéries résistantes à la colistine. Donc ça, c'est des exemples de souches de Klebsiella pneumoniae, isolées, qui poussent très très bien avec des CMI à la colistine qui sont tout à fait élevés, 24, 32, ça peut jusqu'à 96, donc vraiment complètement résistantes à la colistine. Alors, à partir d'environ 900 échantillons, on a pu isoler, donc là c'est l'exemple de Klebsiella, un certain nombre de souches résistantes à la colistine, que ce soit des pneumonies ou des oxytocas, au Laos et en Thaïlande chez des patients porteurs, non malades, qui n'ont pas reçu d'antibiotiques, et en France et au Nigeria, chez des patients qui étaient des patients hospitalisés. Donc sur Klebsiella pneumoniae, donc ce qu'on trouve, c'est donc on en a détecté partout, vous voyez, en Laos, Thaïlande, Nigeria, France, Israël, ça c'est le travail qu'on a réalisé. Et puis, on a parallèlement à ça, eh bien, analysé le génome de la souche résistante à la colistine pour essayer de trouver une piste et un support de résistance à la colistine, donc cette souche d'Israël que l'on a entièrement séquencée, comparé son génome, et en particulier on a analysé ce petit gène régulateur MGRB, et il se trouve que ce que l'on a trouvé, c'est que ce gène n'est non pas inactivé dans la souche résistante, mais il y a un décalage du cadre de lecture lié à une mutation nucléotidique qui fait que la séquence protéique est complètement différente et la protéine n'est plus du tout fonctionnelle. Parallèlement à ça, en partant d'une souche que l'on avait sensible à la colistine, on a fait des mutants résistants à la colistine au laboratoire, in vitro, et on a analysé ces clones de la même manière par une analyse génomique et par séquençage, et on s'est aperçu qu'un certain nombre de ces clones, comme on le voit ici, eh bien, ont leur gène ici MGRB inactivé par le mouvement d'une transposase plasmidique qui vient s'insérer au milieu de ce gène et qui l'interrompt et qui rend le gène inactif. Alors ça, c'est ce que l'on a fait sur un certain nombre de clones, et donc on a vu que c'était soit des codons stop, soit des mutations, soit des interruptions du gène par des mouvements de transposase à l'intérieur de ce gène qui était associé sur ces clones obtenus au laboratoire. Et puis on a fait le même type d'analyse, mais cette fois-ci sur les souches isolées à partir des échantillons cliniques des patients et des gens porteurs en Asie. Et bien on a trouvé la même chose, c'est-à-dire que pour 41% des souches testées, eh bien on avait des dysfonctionnements de ce petit gène régulateur, que ce soit des mutations, l'absence du gène complètement ou des séquences d'insertion, et que c'était hautement significatif. Donc on voit très bien ici ce gène qui est interrompu par une séquence d'insertion, donc vous avez un produit de PCR qui est beaucoup plus grand que ce qui devrait l'être,
Et donc on a décrit comme ça un certain nombre d'insertions avec différentes transposases, donc ces insertions de séquences, et qui, de manière très intéressante, sont des transposases qui préexistent soit dans les chromosomes, mais surtout dans les plasmides qui diffusent chez les bactéries. C'est-à-dire que de manière indirecte, l'acquisition d'un plasmide par une bactérie peut conduire à la résistance à la colistine si cette transposase bouge du plasmide vers le chromosome et interrompt le gène. Donc c'est des choses qui sont doublement intéressantes, d'autant plus que pour s'insérer, une transposase a besoin de séquences inversées répétées qu'elle reconnaît dans une séquence génétique. Eh bien, la séquence de telle ou telle transposase peut prédire l'endroit où elle est supposée éventuellement s'intégrer dans le gène en question. Ça veut dire qu'on peut prédire sur l'analyse d'une séquence plasmidique s'il y a une transposase, si cette transposase est susceptible d'être transposée dans ce gène et donc de conférer la résistance à la colistine. Donc c'est une découverte qui est plutôt intéressante. Et puis d'autres choses qu'on a découvertes, c'est une insertion dans le promoteur du gène, qui a aussi conféré la résistance, qui n'est pas décrit, et puis une insertion après le promoteur, mais avec une délétion d'une petite partie du promoteur du gène, donc il ne peut plus s'exprimer. Donc ça c'est dans les souches cliniques, y compris dans les souches d'Oxytoca. Et puis de la même manière, on a trouvé des mutations, des insertions dans ce gène. Parallèlement à ça, c'est plus récent, et on a analysé les autres gènes, les petits systèmes à deux composants, PMRAB et autres, et donc on a pu trouver que 4 souches résistantes étaient résistantes à cause de mutations, d'interruptions dans ces 4 gènes. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à peu près 60% des souches qu'on a isolées pour lesquelles on comprend le support moléculaire de la résistance, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore des modifications des gènes associés à la résistance à la colistine qui sont inconnues au jour d'aujourd'hui. Alors ça c'est plus du in silico, donc on a fait la même chose, basé sur nos observations de tel et tel gène sont associés à la résistance. On a réanalysé tous les génomes disponibles. Alors c'est une série de 162 génomes, et ces génomes, malheureusement, nous n'avions pas le phénotype. Donc on ne sait pas si c'est sensible ou résistant à la colistine, mais sur ces 162 génomes, on en a trouvé 11 pour lesquels il y avait à nouveau des insertions de séquences, des mutations, des substitutions dans le même gène MGRB, dont on pense que du coup ces souches sont résistantes à la colistine, et pareil, on a pu décrire des nouvelles insertions de séquences, donc un système qui en réalité est très très commun partout dans le monde. Alors plus récemment, ça c'est un travail qui a été publié en avril, de gens qui sont intéressés à des souches de Klebsiella d'un génotype particulier pour voir s'il y avait une origine spécifique de cette Klebsiella, qui a un génotype particulier dans le monde, qui diffuse. Et donc là, on a eu la chance parce qu'il y a une supplémentarité où il y a le phénotype. Dans le phénotype, on a trouvé une trentaine de génomes pour lesquels on savait que les souches étaient résistantes à la colistine. Alors c'était un peu plus compliqué de faire cette partie-là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas des séquences assemblées, c'était que ce qu'on appelle des rides, des petits bouts de séquences qui sont relayés dans les bases de données, mais des tout petits bouts, c'est-à-dire 75 nucléotides. Et donc on a récupéré ces séquences, c'est ce qu'on appelle des rides, et on les a réassemblées nous-mêmes, on a tout réannoté pour les analyser, et donc l'analyse montre qu'on trouve de nouvelles choses, alors des mutations, des délétions dans les systèmes à deux composants, FOP, FOQ, PMRB, MGRB, des insertions de séquences et autres, donc un phénomène qui est extrêmement commun. Ça, ce sont des souches qui ont été testées aux États-Unis, mais qui venaient du monde entier. Donc c'est un phénomène qui est mondial. Donc ça, c'est un peu la cartographie qu'on est en train de faire. Tous les pays qui ont rapporté des Klebsiella résistantes à la colistine, c'est sur cette carte, et de manière intéressante, ce sont des pays qui décrivent des taux de prévalence de résistance à l'imipenem élevés. Ça veut dire que ce sont des pays où on utilise la colistine pour traiter les infections à germes résistants à l'imipenem. Alors, donc ça, c'est un peu la conclusion de ce travail. Ces charges négatives que l'on voit ici par les mouvements phosphates, eh bien, peuvent être neutralisées par des systèmes de type aminoarabinose ou phosphoéthanolamine. Et puis, donc, ce qu'on décrit, c'est comment ça fonctionne, cette résistance, les mutations dans les gènes d'un côté PMRAB, des insertions de séquences dans le petit gène régulateur, et puis pour en haut, ça c'est la dernière partie qu'on est en train d'étudier, des mutations dans son petit gène qui s'appelle HEPTB, qui code pour l'addition d'un phosphoéthanolamine sur l'antigène externe. Alors pour terminer, on est allé regarder autre chose. Alors très bien, on voit une augmentation de la résistance à la colistine chez les bactéries gram-négatives par acquisition d'un phénomène de mutation ou autre. Et inversement, on est allé regarder
s'il n'y avait pas une augmentation des infections à germes naturellement résistants à la colistine dans l'hôpital, à la PHR. Et la réponse c'est oui, c'est-à-dire qu'on a fait une étude rétrospective sur 5 ans, et donc on montre de manière significative eh bien, que les infections à Proteus, Morganella, Serratia et Providencia, qui sont des bactéries naturellement résistantes à la colistine, a augmenté de manière très significative dans les hôpitaux depuis 5 ans. Donc on le voit très bien ici, on a fait une analyse rétrospective hebdomadaire de tout ce qui s'est passé, on voit bien qu'il y a une tendance à l'augmentation, donc un effet indirect. Et ce qui est plus surprenant dans la dernière analyse qu'on vient de faire, c'est que c'est significatif, cette augmentation de ces infections, dans les infections dites nosocomiales, dans les services de soins intensifs ou réanimation. C'est corrélé à l'augmentation de l'utilisation de la colistine dans ces services-là, mais l'augmentation des infections à Proteus et autres est également très significative, voire plus significative, dans les infections communautaires, en particulier les infections urinaires communautaires. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, comme les Escherichia coli, il y a peut-être des clones qui circulent, responsables d'infections urinaires à Proteus, parce qu'il n'y a pas, a priori, d'utilisation de colistine en ville pour traiter des infections quelles qu'elles soient. Donc c'est que ça émerge, on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire qu'il y a soit une source, donc on en a trouvé nous, chez des animaux, donc pourquoi pas une source animale, mais il y a peut-être aussi une souche, il y a peut-être un clone particulier de Proteus qui circule. Donc on est en train de tester ça. Donc les conclusions, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'il y a peut-être un lien aussi avec l'utilisation des antibiotiques en agriculture, parce que ça c'est connu en Asie, mais pas à ma connaissance en Europe et encore moins en France. Que donc du coup c'est très compliqué à comprendre ce mécanisme de résistance parce qu'il est multifactoriel et qu'en particulier il peut être médié de manière indirecte par des éléments génétiques qui n'ont rien à voir mais qui vont s'insérer et interrompre des gènes. Que chez Klebsiella en tout cas, on a pu trouver presque 60% des causes de résistance à la colistine. Et que donc du coup il faut bien surveiller ça puisque vous voyez qu'on a de manière indirecte et parallèle une augmentation des infections à Proteus en particulier.